Depuis 10 ans, Manchester City a tout écrasé en Angleterre, avec 17 trophées remportés depuis l'ère Abu Dhabi, dont 6 titres de champion de Premier League. Pour autant, il se pourrait bien que l'avenir soit encore plus radieux pour les Citizens, grâce à un projet colossal mené d'une main de maître par les dirigeants émiratis et qui va leur permettre de recruter les meilleurs joueurs du monde avant tous les autres clubs. Alors si vous souhaitez connaître la stratégie de Manchester City pour écraser la planète foot dans les prochaines décennies, je vais tout vous expliquer juste après ce générique. Et but! Et but! Deuxième but! Cet été, Manchester City a marqué la planète foot en recrutant le cyborg norvégien Erling Haaland qui est venu compléter l'armada déjà impressionnante des Citizens. En admirant l'effectif de leur équipe, les supporters des Sky Blues doivent avoir envie de se pincer tant cela semblait inimaginable seulement quelques années auparavant. Aujourd'hui, le club fait partie du plus grand groupe de football au monde, avec pas moins de 11 clubs répartis sur 4 continents et valorisés à 5 milliards de dollars. Petit flashback 15 ans en arrière pour comprendre comment Manchester City est passé en l'espace de quelques années d'un club lambda de Premier League au plus grand groupe de football qui va lui permettre de dominer la planète foot dans les années à venir. Et vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas cette histoire, clairement elle vaut le détour. Au cours des années 2000, Manchester City est un club moyen de Premier League qui navigue entre le ventre mou et la zone de relégation, porté entre autres par un Nicolas Anelka qui est venu se relancer dans le club de cœur des frères Gallagher après ses passages mitigés au PSG et à Liverpool. Les Citizens sont alors largement dans l'ombre de leurs voisins de United, qui enchaînent les trophées à cette époque sous la houlette d'Alex Ferguson. Mais le destin de City va changer une première fois lors de l'été 2007. Après une saison compliquée, où le club termine à une triste 14e place, et voyant l'ennemi des Diables Rouges être une nouvelle fois sacré, le club est racheté par un mystérieux milliardaire thaïlandais, Thakin Shinawatra, avec un objectif clair, hisser le club parmi l'élite de la Premier League. Vous l'imaginez, à cette époque les fans sont fous de joie et s'imaginent déjà être le nouveau Chelsea, qui du jour au lendemain, suite au rachat de Roman Abramovich, est devenu l'un des clubs les plus puissants au monde. Mais les fans vont vite déchanter, car malgré un début de saison plutôt encourageant, l'équipe termine la saison en roue libre, encaissant un terrible 8-1 sur la pelouse de Middlesbrough, ce qui vaut d'ailleurs toujours des moqueries aux supporters près de 15 ans plus tard. Mais c'est bien en coulisses que la situation inquiète, notamment au sujet du fantasque propriétaire. Car bien qu'il offre des banquets à 9000 supporters devant la mairie et qu'il s'adonne à une représentation de Blue Moon, l'hymne du club, on apprend alors que Thakin Shinawatra ne dispose pas de sa fortune comme il le souhaite, et pire que le gouvernement thaïlandais a gelé 900 millions de ses avoirs pour corruption. Mais ce n'est pas tout, car au fil des mois on apprend que le monsieur est carrément en cavale, car condamné à 2 ans d'emprisonnement dans son pays. La relation avec le peuple bleu ciel est rompue, comprenant l'escroquerie dont ils ont été victimes. Le club se retrouve alors dans une situation économique catastrophique, frôlant de peu la faillite, puisque les salaires des joueurs n'étaient même plus versés. Il y a même une légende urbaine affirmant que le club ne pouvait plus financer la peinture du terrain. Et c'est suite à cette aventure désastreuse qu'en septembre 2008, le club de Manchester City se voit être la propriété d'un nouvel actionnaire, un certain Mansour bin Zayed Al Nahyan, membre important de la famille royale d'Abu Dhabi, qui décide de racheter le club pour en faire l'une des figures emblématiques du football mondial sur les prochaines décennies. Bien évidemment, comme pour les rachats du PSG de Newcastle, cet investissement n'est pas 100% motivé par l'amour du ballon rond et des intérêts politiques sont mêlés à tout ça. Car depuis plusieurs années, les pays du Golfe ont comme objectif de devenir la référence mondiale sur le plan sportif. En plus des clubs de football, ces pays ont également investi dans des équipes du cyclisme avec la Team UAE Emirates portée par le prodige Tadej Pogacar, double vainqueur de Tour de France, ou encore l'équipe Bahreïn Victorious. Mais ce n'est pas tout puisque le Qatar, les Émirats ou même Bahreïn possèdent également leur propre circuit de Formule 1, que le Qatar souhaite devenir le siège social de la FIFA et que l'Arabie Saoudite et les Émirats souhaitent accueillir les plus grands événements de sport de combat. Bon alors, par où commencer lorsqu'on a de l'argent illimité et que l'on souhaite frapper un grand coup pour annoncer son arrivée? Eh bien on dépense énormément d'argent sur un joueur star pour impressionner le reste du peloton. Les nouveaux propriétaires vont se remuer les méninges pour trouver le genre parfait. Une star connue de tous, assez jeune pour durer dans le temps et qui régale le public. Le profil est tout trouvé, ce sera la pépite brésilienne du Real Madrid, Robson de Souza alias Robinho.
Bon, au final, il sera un énorme flop, ne jouera qu'une cinquantaine de matchs et sera prêté dans la foulée au Brésil à Santos, son club formateur. Mais malgré cet échec, l'essentiel est ailleurs. Il était question de montrer sa puissance financière en claquant quelques 43 millions d'euros, qui est au passage le record lors du mercato estival de 2008, pour attirer l'une des plus grandes promesses du football mondial. Les Citizens trouveront leur première véritable star seulement quelques mois plus tard en la personne de Carlos Tevez, l'Apache qui en avait marre d'être relégué au second rang à Manchester United. Un transfert qui fera couler beaucoup d'encre et relancera une rivalité un peu perdue entre les deux clubs de Manchester. Durant les premières années 2010, les dirigeants vont dépenser sans compter pour enfin assouvir leur désir de conquête du royaume. Cela arrivera dès 2012, suite à une course au titre complètement folle, avec en point d'orgue le but à la dernière seconde d'Agüero qui permet aux Sky Blues d'être à nouveau champion 44 ans après. Mais en 2014, City se voit être épinglé par l'UEFA pour le non-respect du fair-play financier. Le club doit alors se réinventer et trouver d'autres alternatives pour développer le club tout en restant dans les règles de l'instance européenne. On entre alors dans la seconde partie du projet Manchester City Abu Dhabi, c'est la naissance du City Football Group. Afin d'étendre leur influence, les dirigeants émiratis décident d'investir dans la création d'un club de soccer en MLS, le New York City FC. Par la suite, ils investiront dans d'autres clubs comme le Melbourne City FC en Australie et les Yokohama Marinos. Un homme est à la tête de ce projet colossal, l'Espagnol Ferran Soriano. Cet ancien vice-président économique du FC Barcelone entre 2003 et 2008 va prendre exemple sur ce qu'il a appris au sein du club catalan, avoir une identité de jeu commune pour renforcer le sentiment d'appartenance. Et quitte à s'inspirer à fond du club catalan, autant ramener des hommes qui ont contribué à son succès. Après Soriano, c'est Tiki Berkestein qui l'a suivi dans le nord de l'Angleterre en tant que directeur sportif. Puis, quelques années plus tard, c'est l'entraîneur Pep Guardiola, le dernier pion de cette stratégie, qui a posé ses valises à City pour développer une empreinte de jeu basée sur le beau jeu. Ces différents rachats actent la naissance du CFG, un conglomérat de clubs qui a comme objectif de faire connaître la marque City sur tous les continents, avec un style de jeu commun à tous les clubs, dont l'étendard sera évidemment le club anglais. Au total, on compte une douzaine de clubs qui ont rejoint le City Football Group, soit en tant que club racheté ou en club partenaire. Et c'est justement ce point qui permet aux Citizens d'avoir un avantage concurrentiel sur la plupart des autres clubs européens, qui en majorité ne sont pas la tête d'affiche d'un groupe multiclub. En effet, la grande force de ce réseau permet à Manchester City d'arracher à la concurrence les meilleurs jeunes de la planète pour ensuite les faire transiter dans leur club satellite, et les meilleurs auront une chance de rejoindre l'élite du groupe. De plus, comme le groupe est implanté dans les championnats majeurs en Europe, Angleterre, France, Espagne, Italie, et dans des championnats secondaires malgré tout très compétitifs comme la Belgique et les Pays-Bas, ils peuvent s'adapter à tous les profils de joueurs prometteurs en leur offrant la meilleure option selon leurs capacités. On retrouve ce modèle au sein des écuries Red Bull, dans lesquelles il n'est pas rare de voir les meilleurs talents rejoindre dans un premier temps Salzbourg, puis ensuite Leipzig. Et ce travail porte déjà ses fruits, car si pour le moment les Citizens n'ont pas fait éclore le nouveau Mbappé ou Haaland, ils ont déjà pu valoriser plusieurs jeunes et faire des plus-values sur une revente. Je précise ici que le cas de Phil Foden ne compte pas, puisqu'il est anglais et donc ils n'ont pas eu besoin de ce réseau intercontinent pour le dénicher. C'est le cas notamment de Douglas Luiz, milieu de terrain brésilien qui a été acheté en 2017 pour un montant de 12 millions en Vasco de Gama et qui, suite à un prêt du côté de Gijón, a été revendu par la suite à Aston Villa pour 16,8 millions d'euros. Ou encore le cas d'Angelino qui est encore plus parlant puisqu'il a été prêté à New York City puis à Girona avant d'être revendu quelques années plus tard 35 millions à Leipzig. Ces exemples multipliés par le nombre important de joueurs que le club peut faire circuler dans sa galaxie de clubs, Manchester City peut facilement récolter 20, 30 ou même 40 millions de ventes chaque année pour des joueurs qui n'ont jamais ou que très peu porté la tenue Sky Blue. Une stratégie parfaite pour être dans les règles du fair play financier et ainsi éviter au club mancunien de nouvelles sanctions. Et comme si cela ne suffisait pas, les dirigeants du CFG ont conclu des accords avec des clubs qui n'appartiennent même pas au groupe. C'est le cas notamment du Sporting Portugal, qui a accueilli en prêt le défenseur Pedro Porro pendant 2 saisons avant d'acheter définitivement le joueur cet été. Et dans l'autre sens, Manchester City aurait obtenu un tarif préférentiel si le club avait souhaité acheter un joueur de l'équipe portugaise. C'est grâce à ces collaborations, ainsi qu'au maillage aux 4 coins du monde, que City a pu obtenir le prodige argentin de River Plate, Julián Álvarez, pour seulement 17 millions. Nul doute que dans les années à venir, l'empire du City Football Group va continuer à s'étendre et ainsi permettre au club entraîné par Pep Guardiola de dénicher avant tout le monde les plus grands talents de la planète, mais également développer davantage la marque City pour devenir le club qui génère le plus de revenus au monde.
à moins que les instances du football, sous la pression des vieux dinosaures européens, bloquent l'irrésistible ascension des dirigeants émiratis. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, avec un format plus long que les précédents épisodes. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, ainsi qu'à partager votre ressenti sur la stratégie du City Football Group. Est-ce que cela vous semble normal et intelligent de leur part, ou alors est-ce que cela posera de sérieux soucis d'équité à l'avenir? Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde!